Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast numéro 8 du Festival des bons films. Bonjour Marc. Bonjour. Nous allons revoir ensemble les sorties du 18 janvier à la fois au cinéma et en DVD, Blu-ray et vidéo. Donc tout d'abord au cinéma, ça va être une petite semaine puisqu'on a vraiment qu'un seul film qui nous a vraiment plu. Oui, en soi il y en a d'autres. Mais... Oui, vous pouvez très bien les voir, Vin Diesel et compagnie. Mais nous, on préfère quand même La Communauté de Thomas Vinterberg, donc un auteur qu'on aime beaucoup et qu'on est prêt à défendre et qu'on va défendre à nouveau sur son nouveau film, donc La Communauté, qui est dans les salles depuis le 18 janvier. Nous avons ensuite, on passe directement en vidéo, puisque donc comme en cinéma c'est un peu court, nous avons en vidéo là le cinéma français qui nous a plu, en tout cas l'an dernier. Donc tout d'abord forcément le France de François Ozon, qui était dans notre top 10 de 2016. Et également Victoria de Justine Triet, avec l'ami Vincent Lacoste et la très belle Virginie Efira chez Warner Bros. Le 18 janvier. Et nous allons profiter aussi de l'occasion de la sortie en DVD et Blu-ray du Ben-Hur de Timur Bekmambetov. Comment on pourrait résumer le film de 2016 C'est Ben-Hur en GoPro. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous parlera pas trop de cette version-là, non plus de la version de William Wyler aux 11 Oscars, mais on va remonter carrément en 1925 avec une des premières versions de Ben-Hur au cinéma. On doit à Fred Niblo, donc version muette, tout ça, noir et blanc. Mais on va on espère vous donner envie en tout cas de découvrir et de susciter votre curiosité par rapport à cette version. Mais en salle, tout d'abord, le 18 janvier est sorti donc le nouveau film de Thomas Vinterberg, La Communauté, qui est d'ailleurs annoncé sur l'affiche comme le meilleur Vinterberg depuis Festen, donc Festen qui était déjà un méga succès et qu'il l'avait vraiment révélé au niveau international. Alors, un pitch, Marc, de La Communauté. En fait, le titre dit déjà tout, puisqu'on suit l'histoire d'un couple, donc en l'occurrence un couple de quarantenaires, cinquantenaires, qui hérite d'une vieille baraque, très grande baraque, qui a appartenu à un de leurs parents. Voilà, on est au Danemark des années 70. Voilà, le Danemark des années 70, et alors qu'ils n'ont pas les moyens de vraiment s'en occuper eux tout seuls, ils songent éventuellement à la revendre, ils cèdent finalement à l'idée d'installer une communauté, donc une sorte de grande colocation, avec des amis à eux et des amis d'amis, etc., qui vont emménager là-dedans pour devenir une sorte de lieu de vie commun où chacun a sa part de responsabilité financière, etc., dans la maison. Donc voilà, c'est à peu près le pitch. Évidemment, ça va y avoir des complexifications au niveau relationnel, notamment parce qu'un des nœuds de l'intrigue va être la séparation, mais pas complètement, c'est là où ça devient gênant, du couple à l'origine de la fondation de la communauté, qui va se séparer et vivre une histoire, une sorte de triangle amoureux assez spécial. Parce qu'en fait, on a Eric et Anna justement qui sont ce couple-là. Ils ont même une fille qui est avec eux. Donc au début, forcément, le mari Eric, il voit la grande baraque. En plus, c'est la maison dans laquelle il a grandi, donc il partage énormément de choses dans ces lieux-là. Et lui, on lui dit, ça vaut 1 million de couronnes. Le gars, il se dit, 1 million, super, je vais la revendre, ça va nous faire des sous et tout ça. Donc finalement, il cède à l'idée de créer cette communauté, et finalement ça n'ira pas comme prévu. Et moi j'ai beaucoup aimé ce film là parce qu'il est très, très simple et tout ça. On retrouve un peu le minimalisme et la sobriété qu'on pouvait avoir notamment dans La Chasse, qui était sorti il y a quelques années avec Mads Mikkelsen, mais qui traite énormément de sujets de relations humaines, de relations du groupe aussi, de l'individu par rapport au groupe et des individus entre eux. Et c'est en même temps, c'est une jolie histoire, ça raconte plein de choses, parce que c'est un petit côté idéaliste, puisqu'on revient dans les années 70, donc la communauté, c'est un petit côté hippie, logement d'étudiants marxistes. Enfin, on est un petit peu dans ce monde alternatif des 68 arts qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais c'est encore un film qui correspond à notre époque actuelle, je trouve. C'est pas un truc complètement déconnecté par rapport à aujourd'hui. Non, c'est intéressant, d'autant plus que Vinterberg n'en fait pas des caisses sur le côté années 70. Enfin, évidemment, c'est présent dans le film, on voit que c'est dans les années 70, mais il ne fait pas vraiment une sorte de film passéiste, etc. Il en a un petit peu besoin pour son contexte et aussi pour la mentalité des personnages, parce que ce qui joue principalement dans le film, c'est les différents personnages qui sont assez, on va dire, singulier. C'est clair. Ce qui du coup est bien en fait, parce que même si éventuellement ils sont parfois zappés un peu par le montage ou parfois un petit peu mis de côté quand on aimerait ça participe pas, donc il n'empêche qu'on a des très très beaux personnages qui ont leur singularité, qui dépend un petit peu de l'époque. Notamment il y a une sorte de couple
un petit peu ouvert, couple libre. Voilà, bon. Mais les personnages sont assez intéressants et surtout ce qui joue et ce qui est intéressant, ce qui est important plutôt chez Winterberg, c'est comment les interactions peuvent vraiment passer en un quart de seconde de l'innocence la plus totale au malaise notoire. Ce pourquoi les Danois sont très forts, un peu comme leurs voisins hollandais en fait. Si vous avez déjà vu les films hollandais de Paul Verhoeven des années 70 ou alors les films de Alex van Warmerdam qui a fait Borgman ou Les Habitants, surtout Les Habitants en fait, où il y a toujours ce rapport à la communauté, c'est un truc assez important chez eux. Bah, là il y a ça, il y a par exemple il y a des grandes scènes de malaise dans la communauté. C'est un truc que Winterberg a toujours été fort pour. Il y avait ça dans Festen. Festen, justement, c'est toutes ces scènes de repas où justement tous les personnages sont tous confrontés les uns aux autres au même endroit et souvent t'en as un qui se fait humilier par un autre. Donc il y a ça dans Festen, tu as ça dans La Chasse. Évidemment, tout le film est autour d'un gigantesque malaise. Chez son pote Lars von Trier, c'est pareil. Il adore le malaise. Tu regardes Mélancolia ou Antéchrist. C'est des films qui abordent tout le temps le malaise. Et en fait, Winterberg, il y a une manière de le filmer où il arrive à ne pas le rendre lourd, juste malaisant en fait. C'est toujours un petit peu des films lumineux chez Winterberg. C'est jamais un truc qui est censé te foutre le moral à zéro. Il y a des moments évidemment où tu es touché. T'as des moments de tristesse, t'as des moments de joie, mais ça varie. Que par exemple, tu vois, chez Lars von Trier, souvent c'est la dépression générale en permanence, quoi. On va dire que Lars von Trier, pour le coup, n'aurait pas pu faire un film comme Loin de la foule déchaînée, que Thomas Winterberg a sorti il y a 2 ans maintenant, qui a été un de nos films préférés de 2015. Donc ça, évidemment, Lars von Trier ne l'aurait pas fait. Après, évidemment, c'était un film de commande, c'était un petit peu à part. Mais quand on le remet dans le contexte de la carrière de Winterberg, c'est un film qui fait quand même sens. D'ailleurs, on voit qu'il y a des réminiscences de jeux de composition de plans, de thèmes, etc., qui sont assez intéressants. Et non, surtout dans la communauté, tu as une réflexion qui, je pense, n'est pas si innocente que ça sur les interactions sociales qu'on pense mener avec des amis, avec des gens qu'on se pense prêts, avec son conjoint, sa conjointe, etc. D'autant plus que le film est partiellement vu, je dis partiellement, c'est pas toujours le cas. On peut penser que c'est un reproche du film parce que son point de vue est parfois hasardeux, mais le film est partiellement vu depuis le point de vue de la jeune fille, enfin de la fille de Eric et Anna, ce qui parfois offre un très très beau point de vue et aussi un point de vue assez intéressant en complément d'un autre enfant qu'il y a dans la communauté, ce qui prendra un sens beaucoup plus tard dans le film, mais là j'en dis pas plus, mais c'est très important dans l'évolution scénaristique que prend le film et son final en fait. Et voilà, après, j'aime bien cet équilibre entre beauté et désespoir. Par exemple, on n'a pas vraiment envie de... Eric, par exemple, le personnage principal, est parfois assez méprisable, mais Winterberg n'exagère pas la chose. On n'a pas non plus foncièrement envie de détester le personnage à la fin du film, même si il n'a pas été vraiment clean. Et tous les autres personnages, il n'y en a aucun qui est mauvais d'ailleurs. Parfois ils merdent un peu, mais ils ont tous leurs petites spécificités, mais ils n'ont pas vraiment une personnalité qui se différencie complètement des autres. Non, on est vraiment concentré sur ce couple qui se détruit, se rabiboche, puis avec leur fille, Freya. Et en fait, moi j'avais des petits soucis justement avec le personnage d'Eric. Moi je l'aimais beaucoup, mais justement, je ne sais pas si c'est des problèmes, mais en tout cas des choix d'écriture ou de montage. Mais donc des fois tu as une évolution comme ça et tout va, et puis on passe à l'acte suivant et tout d'un coup le gars il prend tout le monde pour de la merde alors qu'il n'y a pas eu franchement de changement, de décalage. Non mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a des grosses ellipses en fait dans le montage. Parfois on ellipse pas mal et c'est un peu particulier. Des fois on a l'impression même qu'il y a des personnages secondaires de la communauté qui disparaissent. Voilà. Mais d'un coup ils ramassent, c'est bon, ils sont toujours en vie. Puis après évidemment il y a aussi entre guillemets des réactions, je dirais des comportements je dirais pas qu'on comprend pas très bien, mais sur lesquels on marque un petit peu de recul. Mais ça, pour le coup, je trouve ça intéressant. C'est une question de différence culturelle. Par exemple, parce qu'il y a certains trucs scénaristiques, tu ne pourrais jamais les faire dans un film français ou même américain. Ou voilà. Par exemple, au niveau du couple, ils prennent une décision à un moment qui va entraîner beaucoup de gêne. Donc, je pense qu'on peut quand même le raconter, c'est pas non plus du spoil. Système de bigamie. Voilà, Eric trompe sa femme, il lui avoue,
Voilà. Et c'est même plus que c'est pas juste sexuel, il a des sentiments pour son amante. Voilà, mais en quelque sorte, il regrette, il la préfère elle. Et sa femme lui propose de faire emménager son amante dans la communauté. Voilà. Ce qui, évidemment, est une situation un peu bizarre. Après, il y a tout un truc très culturel là-dessus, parce que au Danemark, et c'est aussi le cas aux Pays-Bas, on n'a pas complètement la même conception de l'ouverture ou de la fermeture du couple qu'on a par exemple nous en France. Donc il y a vraiment des questions comme ça culturelles qui sont très 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 intéressantes, où on a l'impression de voir certaines mentalités qu'on ne connaît pas. On a des repères parce qu'on se dit c'est les années 70, c'est une culture qu'on connaît, il y a de la musique pop, enfin il y a du rock pop, du rock pop néerlandais, enfin danois plutôt, il y a du rock pop danois, etc. Donc ça nous place dans une situation qu'on croit connaître, mais en fait Winterberg arrive à proposer quelque chose. Et puis il y a aussi ce côté très autobiographique, parce que voilà, on est absolument dans la jeunesse de Winterberg. On pourrait penser que Winterberg c'est le garçon qu'on voit à un moment qui tombe amoureux de la jeune fille de Freya. Et donc voilà, il y a ce côté autobiographique, et d'autant plus que le film a aussi été scénarisé par Tobias Lindholm, à qui on doit Hijacking ou A War. Voilà. Et voilà, qui sont aussi des films qui posent beaucoup la question des interactions humaines et des conflits, de certains conflits sociaux, quoi. Après, je sais pas si ça joue, mais justement, le couple fait partie quand même de la bourgeoisie au niveau de son éducation, parce que par exemple, donc Eric, lui, il est professeur d'université en architecture, donc c'est quelqu'un qui a un passé, donc de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, de chercheur. Et à côté, sa femme, c'est en gros, c'est la Claire Chazal du Danemark, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est aussi très connu. C'est des personnes qui sont, on va dire, de la classe sociale haute du Danemark, et pourtant ils s'associent avec des personnes qui n'ont pas un sou en poche, qui n'ont même pas de boulot, et pourtant ça crée une communauté qui fonctionne. Et il y a toujours ce petit recul avec Winterberg, où il a, je sais pas comment on peut le formuler, mais il a une sorte de, pas un mépris, mais une sorte de petite méfiance pour le milieu bourgeois qui, ça se voit dans la chasse, dans Loin de la foule déchaînée, même vis-à-vis du personnage de Michael. C'est l'hypocrisie justement qui dénonce à chaque fois. Le malaise bourgeois, la décadence éventuellement bourgeoise. Après ici ça s'équilibre, notamment parce qu'il y a un personnage, il y a un très beau personnage qui s'appelle Olé. Qui est du coup qui n'est pas vraiment danois. Alors je sais plus s'il précise, il est peut-être turc, je crois. Ah non, lui c'est Alion, je crois. Alion qui est joué par Fares. Voilà. Et c'est un autre personnage qui existe, c'est le premier qui est recruté d'ailleurs. Mais Alion, justement, je te laisse en parler. Et Elon, en fait, il arrive dans la communauté, il a pas de job, il peine à parler danois, etc. Alors c'est un personnage qui a aussi un ressort humoristique, parce que dès qu'une situation le dépasse un petit peu, il pleure non, en fait, c'est surtout à chaque fois qu'on lui dit quand est-ce que tu vas payer ton loyer, il commence à pleurer à chaque fois. Et en fait, on pourrait croire le personnage assez pénible, voire même personnage bien pensant. Et en fait, pas du tout. Winterberg arrive à l'intégrer naturellement, et surtout à en faire un membre assez actif de la communauté, qui devient du coup intéressant. Oui, justement, il a une présence physique en plus dans l'essentiel du groupe qui est un peu hétéroclite, mais qui se mêle bien, quoi, parce que c'est pas forcément des personnalités, je sais pas, qu'on pourrait voir dans des films comme Les Tuches, où chacun est une caricature de chaque groupe. Mais après, après ça aussi, c'est un truc que j'aime bien chez Winterberg, c'est que c'est un très bon directeur d'acteurs, et en l'occurrence, il a réussi à prendre des gueules. Parce que si tu regardes par exemple le type qui joue Eric, donc Ulrik Thomsen, c'est une gueule, tu vois, mais bon, ça fait quand même un type du quotidien, ça ressemble quand même à un type du quotidien, et il y avait exactement ça dans La Chasse aussi, où tous les personnages, outre Mads Mikkelsen évidemment, parce que c'est Mads Mikkelsen, mais tous les personnages secondaires avaient vraiment des gueules extrêmement particulières. Pourtant, c'était quand même des gens communs, tu vois. Ce que je me dis, leur rôle, c'est des personnages communs, mais après, tu vois, tu les vois sur un cinémascope, sur grand écran, ça passe, quoi. La photo, elle est assez belle, même si elle reste très, très naturelle, mais les acteurs, en tout cas tout le casting qu'il a choisi, ils passent très bien l'image. C'est pas des gens qui sortent de n'importe où. Non, c'est vraiment les personnages qui accrochent la caméra.
et auquel on s'attache rapidement, quoi. Puis après, voilà, il y a ce truc, une sorte d'évolution un peu particulière de Winterberg qui est du coup devenu, alors je sais pas si on peut, c'est pas forcément le cas sur La Communauté, mais en tout cas sur les autres films qui étaient devenus une sorte de grand formaliste, parce que La Chasse et Loin de la foule déchaînée, c'est quand même le film d'un grand formaliste. D'ailleurs, il a donné une interview il y a pas longtemps où il expliquait que bon, voilà, le dogme. Dogme 95. Dogme 95, c'est fini, c'est plus pour lui, etc. Alors le Dogme 95, pour résumer, voilà. C'était un groupe de cinéastes, donc il y avait notamment Thomas Vinterberg et Lars von Trier qui était fondateur du truc, où en fait ils disaient nous allons réaliser une série de films qui vont répondre à un dogme qui en gros disait tout tourné en direct. Enfin, voilà, il y avait énormément de règles. Il n'y a pas de recherche de l'esthétique, une interdiction de la recherche de l'esthétique. Il pouvait y avoir des règles assez simples sur interdiction de faire un plan fixe qui est sur un pied de caméra, interdiction d'utiliser de l'éclairage, des spots, etc. Qui ne sera pas naturel, il fallait utiliser la lumière naturelle et tout ça. Ce qui pouvait du coup donner une gamme de films assez variée, voire même à entraîner du coup un courant révolutionnaire qui a été du coup causé par l'ère numérique. Voilà. Et c'est assez marrant à dire parce que finalement, si beaucoup de réalisateurs américains tournent aujourd'hui en numérique, c'est entre autres grâce au dogme. Parce que par exemple, ça a été le cas de Danny Boyle qui avait vu les films du dogme qui étaient notamment éclairés par Anthony Dadmantle et qui était tombé amoureux de cette technique numérique qui permet de tout faire. Donc bon, Thomas Vinterberg, il a un petit peu renoncé à tout ça, même si ce qui est intéressant, c'est que parfois il y a des réminiscences dans les il fait des cuts complètement brutaux. Il renverse certains axes de caméra, etc. Enfin, parfois, il renoue un petit peu avec la liberté. Donc, du coup, ça peut donner un résultat un peu bâtard, mais je trouve ça assez intéressant parce que ça... Mais ça fait sens. Ça fait sens dans ça son fait montage. Sens, et puis surtout, ça empêche de rendre son film complètement trop prévisible dans sa captation, etc. Même si je trouve la photo... Voilà, je la trouve jolie, mais je la trouve moins belle que sur ses derniers films. Et pour cause, c'est pas la même... Avant, c'était Charlotte Bruce Christensen qui a fait la photo sur... La Chasse et Loin de la foule déchaînée, donc qui sont La Chasse, c'est une des plus belles photos numériques que j'ai vues, et Loin de la foule déchaînée, c'est une des plus belles photos pellicules que j'ai vues ces dernières années. C'est vrai. Et ici, il n'a pas le même directeur de la photographie. Ici, c'était un certain Jesper Toftner avec un haut barré. Mais un bon Danois. Voilà, après, on est quand même dans une recherche esthétique qui est assez, vous le verrez dès le premier plan, on est quand même dans la recherche esthétique. Assez on essaie de retrouver un petit peu justement le ton des années 70. Voilà, on essaie, mais quand même moderniser parce que finalement ça fait très numérique, etc. Ouais. Donc bon, je pense pas que le film plaise à tout parce que bon, par exemple, il dure que 90 minutes, mais on a l'impression qu'il dure beaucoup plus longtemps le film. Le temps est très. À cause de ces moments de gêne, quoi. Voilà, le film est très long. Moi, je suis sorti de la salle. Enfin, je connaissais pas la durée du film avant d'aller voir avant d'aller le voir en salle. J'ai été surpris de. Là, quand on a préparé l'émission, j'ai regardé combien de temps il durait, je fais 90 minutes. Je pensais que le film faisait presque 2h20, quoi. Ce qui n'est pas forcément un reproche, mais voilà, c'est assez particulier. Ça ne plaira pas à tout le monde. Et déjà que Vinterberg, c'est un cinéaste qui clive un petit peu pour son approche. Autrefois, c'était pour son approche formelle. Aujourd'hui, c'est pour son approche même, thématique, etc. Il ne plaît pas toujours. Bon. Moi j'ai quand même aimé. Jusqu'à présent, c'est mon film préféré de 2017. Non pas parce que ce soit un grand film, mais parce que j'ai rien trouvé de fantastique pour l'instant cette année. Donc, à voir. Moi, je préfère toujours La Grande Muraille. Non, non, c'est un autre style. Mais non, moi, j'ai beaucoup aimé La Communauté. Notamment son final, on va pas vous en dire plus, mais il y a beaucoup d'émotions dans la fin parce que même si on s'y attend, parce qu'on nous l'annonce en quelque sorte de ce qui va se passer, donc c'est pas une surprise. Mais la façon dont Vinterberg il gère son dénouement, son épilogue, ça raconte beaucoup de choses et ça a une vision un peu idéaliste de la communauté. Ça fait un peu un rêve qu'on a eu il y a très longtemps, un rêve de jeunesse qu'on a oublié, qu'on aimerait bien se rappeler de temps en temps, évidemment qui est réalisable, mais ça nous fait toujours plaisir d'y repenser, de l'avoir quelque part. Et ça fait quand même plaisir de voir un film comme La Communauté qui cherche pas à en faire des caisses, qui va faire dans la démonstration d'en faire trop. C'est un truc qui est très simple, qui fonctionne, qui a des personnages attachants. Ça dure plus longtemps qu'on ne le croit. Donc pour moi, c'est quand même un bon film de janvier 2017, quoi. Voilà.
Donc allez le voir, d'autant plus que je doute qu'il fasse beaucoup d'entrées. Voilà, donc qui est sorti donc le 18 janvier, La Communauté, donc de Thomas Vinterberg, 2 ans après Loin de la foule déchaînée. Donc Thomas Vinterberg qui revient au cinéma danois, ça vaut vraiment le détour. Qui n'y revient que ponctuellement parce que son prochain film, ce sera Kursk. Oh oui. C'est donc un film sur le sous-marin russe Kursk qui a coulé en 2000 ou 2001, je crois. Et voilà, donc ce sera Kursk, peut-être avec Matthias Schoenaerts et par le scénariste de Soldat Ryan et normalement produit par EuropaCorp. Donc là, il va de nouveau s'embarquer vers de nouveaux horizons cinématographiques. Donc je sais pas trop. Imagine s'il ramène Mads Mikkelsen en plus, c'est bon. Moi, j'ai déjà pris ma place. Alors, bon, bah, ça c'était cinéma. Maintenant, côté vidéo, là, on va être un peu plus franco-français puisqu'on va parler de France, de François Ozon, qui est sorti donc l'an dernier et qui nous a beaucoup marqué puisque c'était la fin d'année, c'était au mois de novembre, je crois qu'il est sorti octobre-novembre. En tout cas, c'était un très beau film d'automne, on va dire, qui correspondait parfaitement à l'époque et qui nous parlait également de pas mal de choses actuelles. Donc le pitch, Marc, de France. France se passe en 1919, donc on est au lendemain de la Première Guerre mondiale, entre la France et l'Allemagne, principalement en Allemagne, puisqu'on suit le destin d'un jeune soldat français qui est campé par Pierre Ninet, qui va à la rencontre de la sublime Paula Beer. On y reviendra, mais elle joue beaucoup dans le film, enfin littéralement. Donc il va à sa rencontre en Allemagne, chez ses parents, pour essayer de la rencontrer, pour lui dire que voilà, il a connu son frère. Non, il a connu son fiancé qui est mort à la guerre, que lui donc l'a bien connu. Essayer de se rapprocher de sa famille. Évidemment, il y a un terrible secret là-dessous. J'en dis pas plus. Et donc voilà, c'est François Ozon qui fait son gros mélodrame, très entre guillemets très Douglas Sirkien, si vous connaissez un peu les films de Douglas Sirk. Comme toujours avec Ozon, c'est très référencé. Ce qui est une arme à double tranchant et ce qui peut éventuellement être gavant parce que... Ce qui est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Ce qui est arrivé plusieurs fois, sachant que pour moi, par exemple, sur un film comme Dans la maison, on était à la limite. C'est-à-dire que j'aime bien Dans la maison, mais la citation à tout va, en l'occurrence Hitchcock ou Clouseau, même sur certains trucs, bon, ça finissait par un peu m'agacer. Et une fois de temps en temps ça va, mais à bout d'un moment ça parasite vraiment trop. Et ici sur Friends, c'est très 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 bien. J'ai été complètement surpris. J'ai pas été du tout enthousiaste à la base sur le film. D'une part parce que voilà, François Ozon, j'estimais qu'il avait non plus rien fait de formidable depuis 8 femmes. Et surtout voilà, ça avait l'air d'être le gentil film à César, en noir et blanc, la reconstitution gentille, etc. Et voilà, je suis totalement surpris par entre guillemets, l'immense bonne volonté qui se dégage du film pour faire un très beau mélodrame, très bien écrit, avec des thématiques qui sont complètement d'actualité, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est un mélodrame ancré dans le passé, ça parle de la Première Guerre mondiale, c'était il y a 100 ans, mais ça parle de choses complètement actuelles sur le trauma, d'une part, qui est très actuel, sur le ressentiment haineux vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de celui avec qui on a fait la guerre, etc., avec qui on est censé être en paix, mais qu'on déteste encore, sur le nationalisme aussi. Voilà, ça parle d'énormément de choses contemporaines, et puis en plus, c'est une très belle histoire. Bah moi, je reviens justement sur ce que tu disais par rapport à Ozon, c'est que moi aussi, je le voyais beaucoup comme un réalisateur un peu surcoté ces dernières années, et en plus, on nous propose donc un film historique, en noir et blanc, avec Pierre Ninet qui venait de recevoir donc le César du meilleur acteur pour Yves Saint Laurent. Ok, ça y est, le gars il vient chercher son Oscar, enfin son César et tout ça. Donc bon, j'y suis allé voir parce que moi j'aime tout simplement les films de guerre, films historiques. Et par curiosité, je suis allé le voir. Et moi, pareil, j'ai été complètement cueilli par le projet, quoi. Parce que c'est tellement subtil. Parce qu'on pourrait craindre qu'il en faille qu'il puisse en faire des caisses, un peu comme Winterberg qu'on a dit avant. C'est qu'il a un sujet où il peut tellement en rajouter et tellement en faire que justement ça peut être vraiment casse-gueule là-dessus, mais non, le film tient vraiment, et notamment grâce à Paula Beer. Voilà, grâce à Paula Beer qui est absolument lumineuse. Parce qu'en plus, elle joue vraiment, elle joue vraiment tout en subtilité, parce que elle éclate en sanglots, il n'y a pas des grandes scènes mélodramatiques, c'est un pur mélodrame ce film. Mais justement, les larmes, elles sont plus versées dans la salle qu'à l'écran, en fait. C'est juste des personnages qui sont
creusés au plus profond d'eux-mêmes. Leur cœur ont tous les deux été arrachés. Et on voit ces deux personnages qui sont perdus après la guerre à cause de la disparition de ce fameux Franz qui les a traumatisés tous les deux. Et ils essaient de reconstruire cette image de Franz qui a disparu et un futur qui n'arrive pas ou il n'arrive plus à essayer de construire. C'est aussi ça la question, c'est la question du futur. C'est parce que tout le film pose un peu la question, bon, la guerre est finie, et maintenant ? So what, quoi ? Voilà, so what ? Sachant que tu as entre guillemets une jeune génération qui est dans le deuil. Qui est traumatisée, blessée. Tu as une ancienne génération qui sont encore dans la haine. Parce que eux, ils ont combattu en 1870. Voilà, eux, ils ont combattu et ils ont envoyé leur fils combattre. D'ailleurs, t'as une très belle scène. On dirait, voilà, je ne vais pas trop en dire, mais t'as une très belle scène là-dessus à propos de parents qui ont envoyé leurs enfants se faire tuer. Et le truc, c'est que Ozon arrive à se faire discret en fait par moment. C'est qu'il arrive à, je sais pas trop comment le formuler, on va dire à se soumettre à son sujet plutôt que d'essayer de le rendre, plutôt que d'accumuler les effets de style, etc. Par exemple, si on se tient d'un point de vue purement formaliste, il n'y a qu'un seul gros effet de style dans le film, qui est le passage du noir et blanc à la couleur pour certains moments clés du film. Parce que ça fait sens. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu chichiteux ou un petit peu kitsch, etc. Mais par contre, je ne peux pas nier que ça ne fasse pas sens. Oui. C'est-à-dire que c'est un peu, voilà, c'est chichiteux, voilà, on peut dire ça comme ça, mais ça ne fait pas sens. Si François Ozon le fait, c'est que le film aussi, le scénario l'appelle, etc. Il ne le fait pas pour dire, regardez, je suis François Ozon, je suis un formaliste, je suis passé du noir et blanc à la couleur. Voilà. Je trouve que ça fait sens dans le scénario, et voilà, c'est l'unique effet de style qu'il y a dans le film. Et moi, ça m'a rappelé beaucoup, notamment par le décor, ça m'a rappelé beaucoup le cinéma français des années 50-60 où l'action peut se dérouler dans un village, et là elle se déroule dans un village, que ça n'en prend pas plus de sens qu'elle représente un pays tout entier. C'est que maintenant aujourd'hui on tourne quasiment tous les films en ville, et que maintenant dès qu'on tourne un film dans un village en province, c'est forcément chez les bouseux. Non, justement ici on est dans un petit village en Allemagne, mais c'est juste un bourg pas loin de la frontière. Je sais plus, on est en Bavière peut-être ou quelque chose comme ça. Oui, voilà, enfin, ça pourrait être n'importe quel village en Allemagne, ça prendrait tout son sens. Et le village en lui-même, puisque il y a forcément les notables, et ça représente l'Allemagne telle qu'elle pouvait l'être après 1919, sans que ça fasse caricature et ce qui est très bien, tous les personnages tiennent en fait. C'est bien que tu parles de ça, il évite la caricature, d'autant plus que, entre guillemets, c'est très très facile de caricaturer c'est facile de caricaturer l'époque, donc caricaturer les Français, etc. Et deux, c'est très 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 facile de caricaturer les Allemands. Les Français l'ont souvent fait. Même là, on a beau être en 2016, c'est toujours tentant de caricaturer les Allemands, etc. Et plus quand on caricature les Allemands, même on va dire post-Première Guerre mondiale, on pense tout de suite aux nazis. Voilà. Alors que le nazisme n'existe pas en 19, par exemple. Et là, Ozon, justement, est dans un ressenti le ressentiment, par exemple, qu'ont les Allemands, évidemment, jouera plus tard dans le problème du nazisme, mais à l'heure actuelle, c'est surtout le ressentiment d'un pays qui est blessé, en fait, de deux pays qui sont automutilés, qui ont encore une détestation commune avec une remontée nationaliste. À une scène qui est incroyable et qui est encore une fois super moderne, où Paul Habir, le personnage de Paul Habir va en France à un moment du film, entre dans un café, commande un truc, je ne sais pas quoi. Il y a un officier de l'armée française qui entre dans le café, et là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui se lèvent et qui commencent à chanter la Marseillaise. Et ça fait pas ridicule, quoi. Et ça fait pas ridicule, mais deux, c'est quand même un petit peu malaisant parce qu'il y a ce côté, on sent quand même cette remontée nationaliste, ce côté genre on a fait une guerre mais on en veut encore une autre. Voilà, c'est pas l'amour de la patrie, c'est le nationalisme qui est créé dans la haine de l'autre, dans la haine qu'on a créée dans les tranchées. Et d'ailleurs cette scène-là, on n'en dit pas plus par rapport à l'autre, mais elle répond à une autre scène qui se déroule en Allemagne, et ça on vous en dit pas plus, découvrez le film parce que justement cette scène-là elle est absolument sublime, où justement on nous explique un petit peu le pourquoi de la guerre de 14-18 et ce sentiment de perte de responsabilité
par rapport à ceux qui ne sont pas allés combattre en quelque sorte, quoi, qui ont envoyé la jeunesse mourir dans les tranchées. Et c'est un film quand même qui raconte énormément de choses de ce qui va arriver actuellement, puisque nous on voit dans l'Union européenne tout ça, les nationalismes qui commencent à monter. Oui, les Allemands ils sont pas bien, les Espagnols ils sont pas bien. Enfin, tout le monde commence à se balancer de la merde sur les autres. Et c'est exactement la situation dans laquelle on retrouve ce petit village d'Allemagne dans France. Alors qu'eux, ils sont juste après la Première Guerre mondiale. Donc, ils ont subi énormément de pertes, beaucoup de choses. Et par exemple, le village, lui, n'est pas touché. Visuellement, c'est pas un village en ruine comme on pourrait le voir. C'est un village qui est resté complètement intact. La guerre était loin. Et là, la guerre est toujours aussi loin dans le film. Mais l'impact est uniquement sur les civils, dans les mémoires, dans les cerveaux, quoi. Et c'est ça qui est génial dans France, c'est que c'est plus psychologique, parce que même à un moment, il y a une scène où Pierre Ninet va se baigner. Bon, Paul Habert reste sur le côté, mais après, elle voit qu'il a plein de cicatrices sur le corps et tout ça. Mais il n'en fait pas état, lui. Son vrai traumatisme, c'est celui qu'il a par rapport au personnage de Franz qui est mort à la guerre et qui l'a complètement plus bouleversé que les cicatrices qu'il porte sur le corps. Voilà. Et en plus, voilà, pour terminer, il y a une jolie musique de Philippe Rombi qui habille toujours très bien les films du genre. Donc voilà, si vous voulez aller voir Franz, alors d'autant plus que Franz, c'est un remake d'un film de Ernst Lubitsch. Donc voilà, si derrière ça peut entraîner la découverte. Ozon ne s'en cache pas d'ailleurs. Oui, évidemment, c'est crédité d'ailleurs dans le générique. Et donc voilà, donc, si vous ne l'avez pas vu, alors je crois qu'il avait fait 600 000 entrées, quelque chose comme ça en France. J'ai envie de dire que c'est pas mal. Bon, après, ça reste quand même un film à 10 millions d'euros, quoi. Voilà, voyez-le quand même, puisque, à mon avis, pour les Césars, c'est fort possible qu'il en récolte quelques-uns. Si vous êtes votant en César, voyez-le. Ou même revoyez-le encore pour être bien sûr, quoi. Donc voilà. Voilà, donc Franz de François Ozon, disponible donc en DVD Blu-ray chez Sony Pictures Home Entertainment depuis le 18 janvier. Et le même jour, nous avons chez Warner Bros. En DVD Blu-ray Victoria de Justine Triet. Moi, je l'avais découvert à Cannes, qui était l'ouverture de la semaine de la critique. Et franchement, moi, ça m'a surpris parce qu'au niveau du pitch, du casting, même de la réalisatrice qui avait fait donc la bataille de Solferino, bon, j'étais allé un petit peu entrer dans les pieds. Et finalement, j'ai complètement été retourné à la fois par la réalisation, par la performance de Virginie Efira, que je ne pensais pas d'ailleurs pouvoir jouer sur autant de registres. Mais si tu peux nous donner un petit pitch, Marc, si on arrive à le résumer. Victoria suit le destin d'une avocate trentenaire qui est jouée par Virginie Efira, donc qui est seule, a été quittée par son mari avec deux enfants. Elle a quitté son mari d'ailleurs plutôt. Voilà. C'est le fameux profil des célibatantes, comme on dit. Avec deux enfants à charge, 2 filles à charge. Donc elle se démène comme elle peut pour mener son cabinet d'avocat, s'occuper de ses filles, faire sa vie, tout en ayant des problèmes avec son ex, qui du coup écrit des romans un peu diffamants sur elle. Parce que c'est un auteur raté. Voilà, c'est un auteur moitié raté, qui essaie de s'occuper de ses enfants, ce pourquoi elle engage notamment le personnage de Vincent Lacoste comme babysitter, assistant, etc. pour s'occuper de ses filles. Et en fait, tout ça qui cache une personnalité complètement dépressive, quoi. Elle est complètement dépressive et complètement paumée. Et un des éléments déclencheurs va notamment être le fait qu'elles doivent défendre l'un de ses amis qui est accusé d'avoir violé sa femme au mariage d'un tiers auquel tous étaient invités. Y compris Victoria. Donc voilà, elle doit défendre un de ses amis contre d'autres de ses amis. Voilà, donc ce qui est un petit peu la cerise la cerise qui fait exploser le gâteau. La goutte de la cerise qui fait exploser le gâteau. Voilà. Et c'est très bien. Et alors on va dire qu'en termes de ressenti, c'est exactement, c'est un petit peu l'inverse de Franz. Franz, on a entre guillemets un vieux réalisateur très confirmé, qui fait un film, etc., sur lequel on avait des doutes. Je crois qu'Ozon, c'est son 15e ou 16e film, donc en l'occurrence qu'on a aimé. Ici, c'est un peu le contraire. C'est la jeune réalisatrice sur laquelle on ne sait pas grand-chose et qui là présente un film et sur laquelle maintenant on va avoir plein d'espoir. Et qui doit se confirmer, parce que là, comme c'est son 2e long métrage... qui doit se confirmer et qui fait partie, et peut-être un jour on aura l'occasion de revenir sur une émission du FDBF, on en avait peut-être parlé avec Alexis, mais qui fait partie d'une nouvelle génération de réalisatrices et de réalisateurs aussi,
mais une nouvelle génération de réalisatrices avec Denise Gamzer-Guven, avec Alice Winocourt, avec Julia Ducournau qui fait Grave, etc. Donc qui remue un petit peu les choses, qui est capable de présenter un film, je dirais, le mot va peut-être être un petit peu exagéré, mais Victoria, je trouve que c'est original dans le sens où je ne vais pas être capable, par exemple, on a vraiment souvent à catégoriser, surtout en France, on aime bien catégoriser les films, le drame, la comédie, voilà. Et là, je ne saurais pas vraiment le classer. Je ne vais pas dire que c'est une comédie dramatique, parce que je trouve que c'est un genre absolument bâtard qui ne veut rien dire, la comédie dramatique. C'est une sorte de fourre-tout, voilà. Et Justine Triet joue très, très intelligemment de ces genres, de ces catégorisations. Parfois, on rigole, hein, il y a des scènes drôles. Oui, tout à fait. Il y a d'autres scènes qui sont complètement atterrantes sur le plan moral, etc. Et du coup, son film arrive à être surprenant. C'est-à-dire que, d'une scène à l'autre, on ne peut pas anticiper qu'est-ce qui va se dérouler, quelle va être l'évolution du personnage de Virginie Efira. Justement, ça correspond à sa personnalité qui va un petit peu dans tous les sens. Et c'est ça qui m'a surpris, c'est que Virginie Efira, elle est bonne tout le temps. Que ce soit dans la comédie, parce qu'il y a vraiment des scènes comiques, voire même ridicules, ou voire cyniques. Elle est très bien là-dedans. Des scènes où là c'est un peu plus haute, elle essaie de montrer donc son corps, sa féminité, ça marche aussi. Elle doit être aussi mère au foyer, personne responsable qui a des priorités, là aussi ça fonctionne. Enfin, dans tous les registres que développe Justine Triet dans son film, à chaque fois le personnage de Victoria, donc qui change un petit peu du tout au tout, à chaque fois Virginie Fira elle est excellente là-dedans, alors qu'en plus on nous a habitués à la mettre dans les fameuses comédies les comédies françaises comme on en voit par paquet de mille chaque semaine. Une question de taille là. Voilà, enfin non, c'est un homme à la hauteur. Je peux faire une question de taille. Non, mais elle avait fait 16 ans, enfin avec Pierre Ninet qui avait eu un crush sur elle, enfin elle plus vieille qui avait un crush sur un gamin qui était beaucoup plus jeune qu'elle. 20 ans d'écart. 20 ans d'écart, voilà. Enfin voilà. On nous avait habitués justement à cette image que Virginie Fira elle était bien que dans les comédies un peu bébêtes. Bah non, là Justine Triet elle a confiance en son actrice. Pareil, à l'inverse, Virginie Fira elle a complètement confiance dans sa réalisatrice et les deux elles arrivent à développer un truc extraordinaire, c'est qu'ils arrivent à jouer sur plein d'autres registres que énormément de réalisateurs et réalisatrices actuellement français n'arrivent pas à faire. On n'arrive pas à jouer sur plein de registres différents dans un seul film. Il y en a d'autres qui d'autres seraient complètement tombés dans la comédie. Par exemple, donc tu as une scène avec entre guillemets, non pas entre guillemets d'ailleurs, littéralement un chien qui doit venir plaider à la barre, témoigner plutôt. Voilà. Un chien qui doit venir témoigner au tribunal. Bon, il y a des réalisateurs par exemple qui auraient été tentés d'orienter le film complètement dans cette direction. La scène est très drôle, hein, je dis pas. Hein. Et d'autres réalisateurs qui auraient été tentés d'emmener le film complètement dans la direction des scènes où Virginie Efira est en dépression totale. On pourrait trouver un truc un peu comme l'Hermine qu'on avait eu avec... Voilà. Et Trier arrive à être sur une sorte de... Ouais, un fil. C'est un fil, en fait, sur lequel elle marche, parce qu'elle peut se péter la gueule d'un truc ou de l'autre, etc. Et moi, voilà, j'ai été... surpris dans ce qu'il y a de plus positif, même par Vincent Lacoste, que je ne pouvais pas encadrer il y a quelques années, et qui là, entre coup sur coup, le gars, il faut quand même que je reconnaisse qu'il a fait ça, et quelques mois plus tôt, ou peut-être même au même moment, je ne sais plus, il avait fait Saint-Amour, oui. Où il est dans les deux cas, il est très bon, parce que on a toujours un peu cette envie de lui filer des baffes, etc. Machin, et dans les deux films, il arrive... dans les deux films, il se pointe avec un personnage insupportable d'ailleurs. Parce que... personnage lunaire aussi. Ouais, parce que c'est ça qui correspond vraiment à Vincent Lacoste. Le gars, il est toujours un petit peu lunaire et mal éveillé, il arrive à être attachant, à créer une alchimie avec le personnage de Virginie Efira qui est très 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 belle, très bien représentée. Et voilà, donc bonne surprise. En plus, c'est plutôt bien réalisé. Par exemple, je ne vais pas dire que le film est beau, mais il y a un effort esthétique. Tu vois, tu sens que Justine Triet est une réalisatrice qui a le sens du plan, il n'y a pas de fulgurance formelle dans le film, mais il y a le sens de l'esthétique, etc. Justement, le film, je trouve qu'il ne ressemble pas du tout aux comédies traditionnelles comme on en voit, qui, elles, pompent les codes de la télévision, où genre, chant contre chant, petite musique rigolote, et on passe à la scène suivante. Non, par exemple, il y a des petits indices, notamment dans sa mise en scène, où notamment, à un moment,
enfin plusieurs moments d'ailleurs, où en fait on a un long zoom au milieu de la foule pour aller retrouver les personnages. Et ça, c'est des plans typiques qu'on avait dans le cinéma français des années 70, qu'on a pu utiliser donc, depuis après les années 80. Donc pendant 30 ans, on les a jamais vus, ces types de plans-là. Et là, boum, tout d'un coup, je les vois apparaître dans Victoria, je me dis, ah, il y a un effort, il y a une recherche, il y a une intention. Et pareil aussi, quand il y a des scènes dans l'appartement de Victoria et tout ça, c'est pas juste filmé, plan-plan, tout ça. Il y a à chaque fois la géographie de l'appartement change en fonction des émotions, de la situation de Victoria, parce qu'il y a des scènes qui peuvent être aussi drôles, notamment entre le personnage de Vincent Lacoste et des filles qui sont un petit peu des petites pestes qui jouent là-dessus, et puis le personnage de Vincent Lacoste qui est complètement dépassé. Comme tu peux avoir des scènes super dramatiques où à un moment Victoria peut tomber complètement en dépression d'un coup, et là tu as une scène super dure et super sombre. Donc voilà, Justine Triet essaie aussi de placer sa caméra de la manière qu'il faut, et en plus avec la photo, tout ça qui va derrière. Voilà. Donc voilà, bon point pour Justine Triet, bon point pour Vincent Lacoste, très bon point pour Virginie Efira qui, dans un registre parallèle, etc., était très bonne dans le peu d'apparitions qu'elle avait dans Elle de Paul Verhoeven, où d'ailleurs elle participait un petit peu à la conclusion du film avec une réplique absolument délicieuse. Donc je souhaite pour elle qu'elle continue dans cette direction. J'espère justement que Victoria va lui ouvrir d'autres portes. Et voilà, il y a même Melville Poupeau que je n'avais pas vu depuis. J'avais pas vu depuis longtemps. Donc il y a même Melville Poupeau. Donc voilà, très bonne surprise. J'y suis allé vraiment. Donc d'ailleurs c'est toi qui m'as poussé à le voir, parce qu'autrement, bon, j'avoue, Virginie Efira, voilà, j'avais pas forcément une bonne image d'elle, quoi. Ouais, quand tu vas le synopsis, tu fais ok. Et donc voilà, bonne découverte, et je suivrai dorénavant la carrière de Justine Triet. Voilà, donc Victoria avec donc Virginie Efira et Vincent Lacoste, qui est sorti donc en DVD Blu-ray le 18 janvier chez Warner Bros. Et donc à côté, donc pas de Timur Bekmambetov, pas de William Wyler, mais Fred Niblo, 1925, Ben-Hur, noir et blanc. Voilà, Ben-Hur, arrête ton char. Arrête ton son d'ailleurs, puisque version muette avec des petits cartons, donc ça va faire un petit peu peur à certains de nos auditeurs, mais on est un petit peu là-dedans. Alors, pourquoi revenir à 1925 alors qu'en 2016 on avait alors justement, c'est avec Alexis, on s'est justement demandé, on regardait un petit peu les sorties vidéo, etc. On avait envie de parler d'un classique, bon, il n'y a pas non plus la folie, et le Ben-Hur de 2016 pose indirectement, donc est extrêmement mauvais, hein. C'est clair, pose une question très intéressante, c'est comment en 2016 on réinvente une histoire qui a été traitée. Alors je crois que c'est la 5e. Il y a eu principalement 3 grandes adaptations, celle de 25, celle de 59, et donc je sais pas si c'est une grande adaptation du coup, celle de 2016. Le film pose la question comment on réinvente un truc qui a été largement adapté par des grands réalisateurs. Réponse, on ne peut pas. Voilà. Surtout un film qui a eu 11 Oscars. Voilà, le film de Timur Bekmambetov, il n'est pas capable d'inventer quoi que ce soit, assez consternant. Et c'est là où du coup c'est très intéressant de revenir au film de 1925, donc le film de Fred Niblo, déjà super fresque hollywoodienne, qui a été connu pour son tournage absolument démesuré, mais je vais y revenir. Et c'est un film qui, donc 1925, maintenant c'était il y a un peu plus de 90 ans. C'est clair. Et le gars avait déjà tout envisagé dans la modernité, à tel point que même la version de William Wyler, donc c'est la version de William Wyler, c'est la plus connue, c'est celle avec Charlton Heston, même la version de William Wyler n'a pas apporté tant que ça. C'est quand même un excellent film, mais elle a pas... Si on connaît la version de 25. Si on connaît la version de 25. Pourquoi ? La version de 25, donc on est dans on navigue plus ou moins vers la fin du cinéma muet. C'est les dernières grandes années du cinéma muet. C'est l'époque où il y a Ben-Hur, c'est l'époque où il y a Napoléon, c'est l'époque où il y a Metropolis, qui est sorti un petit peu après, mais voilà, c'est l'époque où il y a la Grande Parade, etc. etc. Et donc, on est dans une époque où on se dit, on va pousser l'image, la réinvention de l'image, la captation, etc. jusqu'au bout. Et Ben-Hur, c'est ça, c'est que de la modernité absolue. Je vais prendre un exemple simple. Donc, voyez-le parce que c'est hyper moderne. Vous n'allez pas être devant un film daté. Enfin, évidemment, il y a quelques trucs datés, mais vous n'allez pas être devant un film daté, etc. On prend une scène comme la course de chars. Donc, la course de chars, on la connaît donc dans cette version de 1925, dans la version des années de 59 et dans la version 2016. La version 2016, qu'est-ce qu'elle a proposé ? Rien. Si, des GoPros. Des GoPros et des fonds verts pas beaux. Voilà, ça s'arrête là. Le type n'est pas capable de proposer
quelque chose qui n'est pas vraiment été fait avant. Et en 1925, il faut quand même se dire que le type, on est en plein cinéma muet, on a des énormes caméras, etc. Le type arrive à proposer des angles de caméra que limite on ne refera jamais jusqu'à l'ère de la GoPro. Enfin, même Willy Wyler, il y a certains angles de caméra qu'il n'a pas pu dupliquer parce que les caméras de l'ère Technicolor et Cinémascope étaient beaucoup trop grosses pour faire certains plans. Mais il tournait en 70 mm et tout, donc c'était encore un plus gros mécanisme. Donc, et il y a certains plans, des sortes de caméras embarquées ou des caméras en contre-plongée ou des caméras fixées sur les chars que tu as dans la version de 1925, c'est le genre de plan qu'on ne refera, entre guillemets, j'exagère un peu, mais jamais jusqu'à l'ère GoPro. Et donc tu as ça, tu as un péplum qui est d'une modernité impressionnante, qui est d'une grandeur. Les décors. Qui est d'une grandeur. Les décors, mais c'est le décor de l'arène. Et ce qui est sidérant, c'est que dedans, il y a des effets spéciaux et ça ne se voit pas. C'est clair. Il y a des maquettes dedans. Il y a des maquettes dedans, ça ne se voit pas. Bon, le décor de base, même si on enlève les maquettes, le décor il y a des photos de tournage, le décor est d'une grandeur phénoménale. Pareil pour la scène des galères. Vous pouvez regarder sur Google, vous tapez baignure 1925, 7 ou un truc comme ça, il y a des photos de tournage avec les galères qui s'éprennent. Il y a quand même 3-4 galères construites grandeur nature avec des petits points dans l'eau. Les petits points dans l'eau, c'est des vrais figurants. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une anecdote. C'est ça l'anecdote, vas-y. Il y a une anecdote rigolote dessus. Rigolote, ça dépend pour qui. Dont le producteur de Baignure avait parlé dans un bouquin. Qui donc scène des galères, les galères s'éprennent, etc. Beaucoup d'esclaves meurent à l'intérieur du film parce que voilà, soit ils sont tués dans les éperonnages, soit ils tombent à l'eau et ils se noient. À l'image, on voit deux bateaux qui sont complètement l'un rentré dans l'autre. Certains des figurants, ils arrivent à sauter d'un bateau à l'autre, les autres, ils tombent à l'eau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand ils tournaient ça, donc principalement les figurants, c'était des figurants italiens, principalement. Et souvent à l'époque, on était figurant, on était un peu sans le sou, enfin bon, c'était des voilà, sans sou, sans papier, etc. Et donc ces figurants italiens, ils tournaient leur scène la journée, ils laissaient leurs fringues sur la plage, ils s'habillaient en esclaves, ils allaient tourner leur scène, etc. Et c'est marrant parce que le producteur a constaté que quand ils ont tourné les quelques jours de tournage la scène des galères, à la fin de la journée de tournage, il y a des gens qui n'étaient jamais venus récupérer leur... il restait des vêtements sur la plage. Il restait des vêtements sur la plage que personne n'était jamais venu récupérer. Quoi. Donc, bon, c'est en dire un petit peu sur entre guillemets, l'ampleur du tournage et le côté classe touriste pour la figuration. Et en plus, le film est très, très, très beau dramatiquement parlant, parce que même si... les acteurs jouent pas toujours bien, genre le gars qui fait Messala ou on est encore dans Baignure, un peu la pantomime puisque c'est du muet, quoi. Dès que on entre dans de la pure dramaturgie, par exemple, tu as une scène magnifique où la mère de Baignure, qui est lépreuse, essaye de voir son fils une dernière fois. Évidemment, elle peut pas le toucher parce qu'elle est lépreuse, etc. Et elle caresse et elle baise, elle embrasse son ombre, l'ombre de son fils qui est en train de dormir, et elle embrasse son ombre par terre, et la scène dure, et tu as toute la beauté du muet qui est là. Quand on avait fait l'émission du FDBF où j'avais parlé de Napoléon, de la Belle Gante, pour moi on retrouve la même beauté du cinéma muet, et à côté qui mêle la grandiloquence la plus impressionnante, surtout par exemple sur les scènes qui concernent le Christ, parce que donc Baignure, c'est A Tale of the Christ, et ici toutes les scènes en rapport avec le Christ ont été tournées, et je dis bien tournées, en Technicolor. Il y en a 8 ou 9 de mémoire dans le film. Alors, c'est pas colorisé, ça a été tourné en Technicolor. Évidemment, c'était les tout débuts du procédé. Et donc voilà, tourné en Technicolor, c'est extrêmement beau. Fred Niblo, donc le réalisateur, qui fait des vraies compositions picturales. Donc, c'est des tableaux. Des tableaux qui rappellent soit carrément des œuvres du Moyen-Âge, etc., ou qu'on ce petit côté pré-raphaélite, c'est-à-dire on modernise et on essaie de revenir en même temps à la tradition de la représentation chrétienne classique. Et c'est hyper beau. Et en plus, par-dessus, tu as une musique de Carl Davis. Tout à l'heure, je parlais de Napoléon. C'est lui qui a fait la musique de Napoléon. C'est pas la musique originale, mais c'est une musique pour la restauration. Donc voilà, c'est une musique pour la restauration qui est un truc complètement wagnérien, etc. Mais bon, qui est superbe. Donc voilà, si vous pouvez, vous voyez ce Baignure de 25 qui... je trouve est une gloire du cinéma muet, qui, même si vous aimez la version de William Wyler des années 50, elle ne perdrait pas en valeur, juste vous comprendrez bien où William Wyler a pioché, et pour cause, William Wyler était déjà assistant réalisateur sur cette version de 1925,
Donc bon, il a été élevé à bonne école. D'ailleurs, il en parle dans certains des bonus et il ne se cache pas quand même avoir repris beaucoup d'éléments de la version de 25. Donc voilà, voyez Ben-Hur, ça sera toujours mieux que la version 2016, même si encore une fois, la version 2016 est intéressante à voir sur le côté... ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on doit réinventer quelque chose qui a été adapté plusieurs fois et on ne sait pas le faire, on ne sait plus le faire. Et voilà, donc c'est terminé pour le podcast numéro 8 du Festival des bons films. Donc évidemment, n'hésitez pas donc à voir la communauté de Thomas Winterberg en salle et en DVD Blu-ray à la fois Franz et Victoria. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 9. Allez voir des films, c'est bien, mais en voir des bons, c'est mieux. Au revoir et au prochain podcast. Au revoir, à très bientôt.